Bienvenue à tous à la session Comprendre les options de traitement. Quel traitement vous convient le mieux? Je m'appelle Giselle Goff et je suis responsable des programmes et des politiques publiques de la Southern Alberta Branch de la Kidney Foundation à Calgary. L'information partagée dans cette session n'est pas des conseils médicaux. On vous recommande de consulter votre médecin au sujet de votre situation personnelle. Les personnes atteintes d'une maladie rénale sont confrontées à de nombreux choix en matière de traitement. Tout au long du parcours rénal, il y a plusieurs points de transition où vous pouvez avoir besoin ou envie de changer de traitement. Au cours de cette session, Tracy Zahler, infirmière éducatrice en néphrologie, vous présentera les différentes options de traitement: hémodialyse en centre, hémodialyse à domicile, dialyse péritonéale et greffe de rein, et vous indiquera celle qui vous conviendra le mieux tout au long de votre parcours rénal. Vous entendrez également le témoignage d'un patient partenaire, Justin Leroux, qui a vécu tous ces traitements de première main. Et il vous expliquera comment il a réussi à gérer les points de transition entre les différents types de traitements, tout en conciliant sa famille, son travail et ses rendez-vous avec les services de soins rénaux. Une période de questions est prévue à la fin de session. Tracy est un Tracy est une infirmière diplômée, éducatrice en matière de modalité rénale qui, lorsqu'elle était nouvellement diplômée, travaillait dans l'unité de dialyse pour patients hospitalisés à Calgary. Elle a ensuite travaillé au service des urgences et au bloc opératoire, puis dans l'unité d'hémodialyse et à la clinique de dialyse péritonéale. Il y a 9 ans, elle a eu la chance de devenir éducatrice en matière de modalité rénale pour Alberta Kidney Care South, où elle a le privilège de parler aux patients et de différentes options de traitement disponibles. En collaboration avec la Fondation du Rhin, elle présente des séances sur la santé rénale à divers groupes communautaires et aux étudiants de soins infirmiers de Mount Royal. En outre, elle présente des séances en personne et virtuelles sur la santé rénale dans le cadre du programme Alberta Healthy Living. Justin Leroux a été diagnostiqué comme étant atteint de la maladie de Basedow à l'âge de 31 ans. En 2013, il a reçu une greffe de rein de l'épouse de son cousin. Son expérience comprend plusieurs modes de dialyse qu'il met à profit de son rôle de membre actif de soutien par les pairs et de membre d'un comité consultatif communautaire. Il aime passer du temps avec sa femme Ruth, ses 3 enfants, Chanel, Nicolas et Nate, et sa nouvelle petite fille, Lennon. Alors encore, un petit rappel pour vos questions. Si vous avez des pensées ou des commentaires ou des questions au fil du temps, voilà, vous mettez-le dans le clavardage ou dans le Q&A. Alors, merci pour cette présentation, Tracy. J'espère que vous allez tous avoir un petit quelque chose de cette présentation. J'ai travaillé avec Justin et il parle de son parcours. Alors, rappelez-vous que le parcours rénal de chacun est unique à soi et c'est varié d'une personne à l'autre. Sachez que vous avez toujours une équipe derrière vous, incluant les néphrologues, les infirmières, les diététiciennes, les travailleurs sociaux et plus. Utilisez les ressources que la Fondation du Rhin offre ainsi que le soutien entre les pairs. Alors encore, je suis très excitée de travailler avec Justin dans cette session et d'écouter son parcours. Je suis infirmière enregistrée depuis 3 décennies et je crois que depuis 18 ans, j'ai rencontré Justin il y a 18 ans et j'étais assez fortunée de rencontrer Justin dans la clinique de rénale et avec l'éducation de l'aider et de pouvoir faire de la dialyse péritonéale à la maison. Et donc, ça a été une bénédiction pour moi. Justin a toujours été une très bonne inspiration pour moi parce qu'il a transitionné à travers tant de différentes options. Et il s'est marié, il a eu des enfants, tel que mentionné. Il est allé à l'école et il travaillait. Alors, le parcours de Justin est une énorme inspiration pour moi. Comme qu'on révise les options de dialyse, sachez que chacune des options font un très bon travail de retirer les toxines dans l'eau. Alors, c'est très important de sélectionner la meilleure option pour vous et qui vous donnera la meilleure qualité de vie. Alors, l'image qu'on observe actuellement, c'est la première marche de rein euh, de Justin. À l'époque, il était en dialyse rénale, alors c'était une belle étape pour lui. J'ai hâte d'en entendre plus. J'avais un jeune homme il y a quelques années qui m'avait dit qu'il avait fait de la dialyse, rentrer dans son horaire plutôt que lui rentrer la dialyse dans son horaire. Alors, c'est vrai, vous voulez que votre option de traitement rentre bien dans votre vie et dans votre horaire.
Donc, on va parler rapidement des pré-soins, les soins qui sont requis avant la greffe de dialyse de rein. Alors, j'aime ce que Michael a dit. Le parcours n'est jamais facile. Il y a souvent des bosses dans la route, mais les patients rénaux peuvent trouver moyen de vivre une vie productive et en soutien. C'est important de bâtir son réseau de soutien, de les garder proches de soi, d'être aussi physiquement actif que possible, manger santé. Alors, être un membre de soins actifs dans votre équipe et cela rend l'expérience un peu plus facile à gérer. Maintenant, gérer la maladie rénale, pour plusieurs personnes, ça peut être géré pendant plusieurs années avec la diète et les médicaments. Plusieurs personnes avec les maladies rénales ne progressent pas à avoir besoin d'une greffe ou la dialyse. Alors ça, c'est bon à savoir. Une fois que votre fonctionnalité de rein baisse à 15 ou 20 votre équipe rénale va commencer à discuter des choix de traitement disponibles pour vous. Alors, il y a quelques options disponibles et encore, c'est important d'avoir l'éducation, d'écouter l'information et de choisir l'option qui vous offrira la meilleure qualité de vie et qui travaillera du mieux avec ce qui se passe dans votre vie. Si on fait ces décisions plus tôt, ça aide beaucoup parce qu'ensuite, l'équipe planifie, vous pouvez faire les décisions, on peut transplanter ou la dialyse, ça peut être beaucoup plus facile. Si vous ne prenez pas une décision à propos de quel traitement vous avez envie de besoin, il se peut que vous n'ayez pas le choix. Alors, il se peut que vous choisissiez, que vous devez commencer avec une option de dialyse que vous ne voulez peut-être pas et ensuite peut-être observer une autre option plus loin dans votre parcours. Maintenant, explorons les options de traitement. Il y a beaucoup de choses à réfléchir lorsqu'on discute des options de traitement avec votre équipe de soins et de santé. La Fondation des reins a de superbes ressources pour réviser toute l'information disponible, en plus de votre équipe de soins de santé. Et cette personne vous aidera à apprendre ou à vous éduquer sur les options de traitement disponibles. Alors, certaines choses à considérer. Alors, quels sont vos buts de santé et vos circonstances personnelles? C'est très important de prendre le temps nécessaire pour explorer chacune de vos options. Il y a trois options principales que nous allons discuter, mais d'abord, j'aimerais donner la parole à Justin pour quelques instants afin qu'il puisse nous parler un peu de son parcours dans les pré-soins. Lorsque tu as appris d'abord que tu avais une maladie rénale, à quoi ça ressemblait pour toi? Merci, Tracy. Je retourne un peu en arrière, mais j'ai l'impression que je suis un étudiant à toi. J'ai gradué, je suis diplômée et me voici de retour dans le monde à raconter mon histoire, un cycle complet. C'est assez cool. Alors, pour moi, au début, c'était une de ces choses où je n'étais pas tout à fait conscient. Je n'avais pas de symptômes. Je ne savais pas que j'avais une maladie rénale jusqu'à temps que je ne me sente pas très bien. Je suis allée chez le médecin un jour, j'ai fait des prises de sang et on avait des hauts niveaux de protéines dans mon urine. Alors, avec cela, on a fait plus d'enquêtes. On s'est aperçu que j'ai une maladie rénale. Alors, pré-traitement, pour moi, un jeune homme avec une famille, il y avait beaucoup de choses en place. Je devais d'abord digérer le diagnostic. Mes reins étaient en train de se fermer dans leur fonction. Pour moi, je suis une personne que lorsque les choses me frappent, je me prends tout de suite une position de témoin pour me dire qu'est-ce que je fais avec ça maintenant et lors de passer d'ici pour aller là et qui s'impliquera. Alors, une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai posé beaucoup de questions à propos de la maladie, à propos de ma santé, à propos de ce que je pouvais faire. On ne savait pas trop à propos des traitements jusqu'à temps que je vous rencontre. Et avant la présentation, dans mon cas, je n'avais pas vraiment une idée d'à quoi m'attendre. Alors oui, c'était différent pour moi. Génial, merci Justin. Alors, on a beaucoup de temps pour Justin à raconter plus de son histoire, ce qui est incroyable. Alors, les différentes options de traitement, il y a la dialyse à domicile ou en installation, donc la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse et
basé en installation, ça serait l'hémodialyse. Il y a la greffe de rein, on va en parler dans quelques temps, et la thérapie conservative. On va en parler tout à l'heure. On n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais je crois qu'on allait mettre un lien dans le clavardage afin que vous ayez plus d'informations sur la thérapie conservative. Mais sachez que c'est la thérapie conservative, c'est lorsque les gens choisissent de ne pas faire de dialyse et que ça peut mener vers la mort. Et il y en a qui pensent que l'option de dialyse ne soit pas avantageuse ou qu'ils ont 102 ans et ils ont décidé que la dialyse n'est pas appropriée pour eux et qu'ils choisissent la thérapie conservative. Mais on n'en discutera pas autant aujourd'hui. Alors, parlons de faire la dialyse à domicile. Peggy l'a dit très bien. Après commencer la dialyse en 1979, j'ai fait toutes les modalités de traitement offertes, incluant 2 greffes de rein, et je suis actuellement en hémodialyse à domicile, ce qui me permet d'avoir un meilleur contrôle de mes traitements avec moins de voyagement. Alors, à considérer, on commence avec la dialyse à domicile. Justin a commencé sur la dialyse péritonéale et il a parlé de sa dialyse et de son parcours de traitement. Avec la dialyse à domicile, sachez que si vous choisissez d'avoir une option de traitement à la maison, vous aurez une formation extensive pour la dialyse péritonéale et l'hémodialyse à domicile. Vous parlerez avec l'équipe de thérapie euh, à domicile et la variabilité de ces soins. Vous allez recevoir la bonne formation pour être en sécurité et être confortable pour faire votre dialyse à la maison avec votre équipe de soutien et de santé rénale. Assurez-vous d'avoir un endroit confortable pour votre machinerie de dialyse. On va vous enseigner comment commander les fournitures qui seront livrées directement à votre domicile et généralement dans l'espace où vous allez les vouloir afin de ne pas avoir à constamment déménager vos boîtes de fournitures. Quelqu'un doit être à la maison pour recevoir la livraison des outils de dialyse. Et il se peut que vous ayez une réduction d'impôt dans votre maison pour le rangement de vos machineries de dialyse pour accommoder votre traitement. D'autres avantages à faire la dialyse à la maison, par exemple, la dialyse péritonéale, ça vous permet de faire votre dialyse plus fréquemment. Alors, en faisant votre dialyse plus fréquemment, vous recevez plus de retrait des toxines et de l'eau. Et en faisant cela, les gens se sentent généralement beaucoup mieux en pouvoir retirer plus de toxines plus régulièrement. Et pour ceux qui cherchent à commencer une famille, c'est une très bonne chose aussi. Alors, on ferait beaucoup plus de dialyse beaucoup plus souvent. Donc, péritonéal ou l'hémodialyse à la maison, comme j'ai dit avant, la formation fournie, les infirmières ne vous enverront pas à la maison jusqu'à ce que vous soyez sécure et à l'aise. Vous devez être à l'aise pour faire vos traitements à la maison. Les fournitures peuvent être envoyées partout dans le monde. Donc, la dialyse péritonéale est une solution qui est envoyée dans la cavité abdominale. C'est un espace dans le ventre. Le tube va être placé à l'intérieur de votre ventre et la solution va remplir cet espace vide. Et à l'intérieur du ventre, il y a une membrane péritonienne qui agit comme filtre, qui fait le travail des reins pour filtrer les toxines dans le corps à travers la membrane et pour se ramasser dans le soluté dans le ventre. Il y a 2 façons d'effectuer la dialyse péritonéale. Le liquide ne peut rester dans l'abdomen pour un maximum de 6 heures. Donc, ça peut être effectué le jour ou bien la nuit. Le jour, c'est peut-être 4 fois par jour, 25 à 35 minutes chaque fois.
Et la dialyse de nuit est effectuée à l'aide d'une petite machine de la grandeur d'une imprimante et ça se fait la nuit pendant le sommeil. Donc, pourquoi faire la dialyse à la maison? Avec l'appui de votre équipe de dialyse, vous pouvez tout à fait gérer vos traitements à la maison. C'est là que la formation est donnée jusqu'à ce que vous soyez à l'aise pour le faire à la maison. La dialyse à la maison vous donne la souplesse, l'autonomie, le contrôle sur votre traitement. Vous pouvez le faire selon votre calendrier avec vos activités quotidiennes. Donc, ceux qui veulent continuer à travailler leurs études ou qui doivent se déplacer. C'est le genre de personne qui va choisir la dialyse à la maison. En tout cas, beaucoup de gens vont le choisir. Les gens qui habitent loin de la clinique de dialyse préfèrent faire leur dialyse à la maison plutôt que de se déplacer vers la clinique. Donc, on vient à Justin. Maintenant, il faut qu'il commence sa dialyse péritonienne. Pouvez-vous m'aider un peu avec votre témoignage? Oui. Quand j'ai commencé ma dialyse, puis après la formation, je suis allé à la maison. J'en avais pas peur. Je trouvais que c'était moins facile comme méthode de dialyse. La dialyse péritonienne, j'en avais pas peur, mais j'étais curieux. Et quand ils ont introduit le tube dans mon ventre et qu'ils ont ajouté le liquide, j'avais eu l'impression de boire 10 bouteilles d'eau qui étaient juste là dans mon ventre. Et pour moi, c'était le plus grand ajustement, l'adaptation que je devais faire. Donc, j'ai commencé à faire l'échange à la maison. Je travaillais à l'époque. Et puis, quand je suis revenu au travail, mon employeur m'a donné un bureau avec que je pouvais fermer la porte et faire mes échanges, réchauffer les sacs au micro-ondes. Je revenais dans mon bureau, je fermais la porte, j'effectuais la dialyse et aussi après le travail. Donc, je faisais le matin, dîner, après le travail et à l'heure du souper, à l'heure du coucher. Ça facilitait ma vie. Je pouvais continuer à travailler. J'ai eu quelques défis avec le tube dans mon ventre. Je trouvais que quand le liquide drainait, je sentais une irritation au bas de mon ventre, mais ça disparaissait après avoir rempli mon ventre de liquide, mais je n'ai jamais eu d'infection. Je suis germophobe, donc je mets toujours, je porte des masques, je me lave les mains, mon lavabo est toujours propre. Je fais d'autres soins pour m'assurer de ne pas m'infecter ou rencontrer une complication. Après l'avoir fait pour un bout, j'ai pu me rendre jusqu'à Terre-Neuve. Les sacs ont été livrés en Terre-Neuve chez mes grands-parents. Moi, j'ai pris l'avion. La maison était prête parce que Baxter l'a préparé. Ça a été une bonne expérience quand je suis allé au Mexique aussi. Pour ceux qui veulent aller à l'étranger, c'est la même chose. En contact avec Baxter, c'est eux qui ont tout organisé au resort avec les sacs. J'ai rien qu'à amener ma machine. Et j'ai pu effectuer ma dialyse au Mexique. Le seul problème, c'était qu'avec le tube dans mon abdomen, je ne pouvais pas aller dans l'eau, mais parce que je suis grand, je pouvais aller dans la piscine. Donc, la souplesse de pouvoir voyager avec la dialyse péritonienne, pour moi, c'était très bien. C'est comme à la maison, avec toutes les mêmes fournitures. Ils se sont assurés que j'avais tout ce que j'avais besoin, beaucoup de détails. Je connaissais mes fournitures à la maison. Donc, j'étais toujours certain de... J'ai un walk-in chez moi, donc dans mon garde-robe, c'est là que je rassemble toutes mes choses. Je m'assurais que mes commandes étaient à temps, ou ne rien manquer, tout ce genre de choses. J'étais un peu dessus, je ne le conseille pas, j'étais jeune, je voulais tout faire moi-même et j'ai appris rapidement que ce n'est pas une bonne idée. Et j'ai dû obtenir de l'aide de mon frère.
Mais ça, c'est moi qui étais déçu, tout simplement. Et par la suite, euh, mais à la maison, on peut faire les échanges selon son propre calendrier. Mais pour aller au site la nuit, vous avez la liberté pendant la journée de faire ce que vous faites au quotidien. Donc, pour moi, c'était pas horrible comme expérience, mais je me suis assuré de... C'est comme se brosser les dents ou prendre une douche. Ça fait partie du quotidien. Voilà, ça fait partie de ma routine. Donc, ça a été mon expérience avec le péritonien. Est-ce que vous voulez que je parle de l'hémodialyse à la maison? Non, pas encore. Steve, ça. Bon, donc voilà les points saillants de mon expérience avec le péritonéal, avec le voyage et s'assurer de ne pas avoir d'infection. Et aussi éduquer les autres, les amis, la famille, ils veulent savoir c'est quoi le truc, qu'est-ce que vous faites, et pouvoir leur expliquer le processus me donnait l'impression que c'est important. Voilà, je partage mes connaissances avec les gens qui ne connaissent pas ça. Moi-même, je ne savais rien à ce sujet, mais je suis devenu expert d'une certaine manière. Donc, j'ai aimé ça, cette pièce-là. Wow, merveilleux, Justin. Et vous avez eu aucune infection parce que vous avez été tellement prudent avec vos masques et le lavage des mains. C'est bon? Maintenant, l'hémodialyse, malheureusement, la dialyse péritonéale a arrêté de fonctionner pour Justin et le voici avec la machine d'hémodialyse. Donc, on va parler de l'hémodialyse et Justin va encore une fois partager ses expériences. Comment ça fonctionne? L'hémodialyse fait pomper le sang dans la machine de dialyse pour retirer le liquide en excès et les toxines. Et ensuite, le sang nettoyé est remis dans le corps. C'est ce que les reins font. Ils débarrassent le corps des déchets. La machine remplacera l'hémodialyse, peut-être à la maison, dans un centre ou une clinique de dialyse, au lieu de se déplacer vers une clinique ou un hôpital. Et votre aidant vous pouvez apprendre à utiliser la machine dialyse à la maison et vous allez avoir une formation complète. Et les infirmières ne vous enverront pas à la maison pour faire votre propre dialyse jusqu'à temps que vous soyez à l'aise. Vous pouvez faire ça la nuit, pendant le sommeil, selon votre propre calendrier. Et beaucoup de gens aiment ça. En général, les gens se sentent mieux quand ils font la dialyse à la maison plutôt que dans un hôpital ou une clinique. Parce qu'avec l'hémodialyse à la maison, ça peut être plus fréquemment selon votre propre calendrier, puis aussi moins de limitations alimentaires. Donc, pour l'hémodialyse, à la maison ou à l'hôpital, on doit avoir un accès aux grandes veines, peut-être en forme de fistule dans le bras, qui est placé par chirurgie. Parfois, quand on commence la dialyse, à un moment de vie, ils ont un tube ou un cathéter qui est placé dans le cou temporairement. Mais par la suite, on peut changer de place, par exemple, dans le bras. Donc, la fistule ou la greffe doit être créée des semaines et des mois à l'avance. Il y a moins de chances d'infection avec la ligne directement dans le thorax. Donc, voilà des images pour vous montrer la fistule dans le bras. La chirurgie va attacher un artère, une veine dans le bas du bras habituellement pour créer un vaisseau plus large pour pouvoir retirer le sang pour le nettoyer. La ligne vers la poitrine va directement dans la veine principale qui se rend jusqu'au cœur. C'est la méthode que les docteurs vont utiliser en urgence si la personne se présente à l'hôpital et doit commencer l'hémodialyse immédiatement et qu'il n'y a aucun autre plan de dialyse en place. C'est là qu'on va avoir la ligne au thorax. Donc, l'hémodialyse au centre, plusieurs personnes choisissent de ne pas se rendre
Choisissent de ne pas faire la dialyse à la maison, soit l'hémodialyse ou péritonéelle, ou choisissent d'aller à l'hôpital ou clinique avec un infirmier ou un technicien formé pour les connecter à la machine. Mais ça veut dire qu'il faut se déplacer 3 fois par jour, parfois sur des grandes distances, et aussi les frais de transport vous appartiennent. Le temps passé dans le centre d'hémodialyse est habituellement 4 heures, sans compter la préparation, et aussi finir le traitement. Donc, vous allez être à la clinique 3 jours par semaine, 4 heures à la fois. La clinique va vous donner un calendrier à suivre pour les jours et les heures de la dialyse. Donc, vous allez planifier votre semaine autour de ce calendrier. En plus, vous aurez peut-être une limite quotidienne de liquide et un régime alimentaire pour pouvoir gérer le liquide et les déchets entre les traitements, parce que la dialyse, 3 fois par semaine, il faut surveiller ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et c'est un bon choix pour vous, les facteurs qui vont faire que l'hémodialyse en clinique est meilleure pour vous. C'est que donc, sachez que tous les traitements fonctionnent très bien pour éliminer les déchets et l'eau. Donc, vous pouvez choisir l'option qui va fonctionner pour vous. Donc, certains facteurs qui fait que l'hémodialyse a peut-être mieux quelqu'un qui est incapable de faire sa propre dialyse à la maison pour une raison physique, cognitive, peut-être qu'ils n'ont pas un logement adéquat et préfèrent avoir le soutien pour avoir la dialyse à la maison. Vous aimeriez avoir une équipe de soins pour votre dialyse ou vous avez un cas compliqué, c'est plus facile en clinique. Donc, c'est quoi l'expérience? Plusieurs clients qui vont au centre d'hémodialyse, ils vont dire qu'ils sont fatigués. On l'entend très souvent, c'est une fatigue. Le processus de dialyse ne cause pas de douleur, mais c'est dur pour le corps. Il y a beaucoup de liquide à enlever, la pression sanguine peut baisser. Il y a aussi des céphalées, donc c'est pourquoi il faut contrôler la consommation d'eau entre les traitements. Beaucoup de gens choisissent de faire la dialyse à la maison, soit péritonéelle ou hémo, pour atténuer ces symptômes. Avec la dialyse à la maison, ça se produit plus souvent, les clients se sentent mieux et ils apprécient pouvoir le faire chez eux. Et aussi, il y a moins de chances de maux de tête et de pression, de tension artérielle. Donc, pour ça, éventuellement, l'hémodialyse a arrêté de fonctionner, il a dû transitionner vers l'hémodialyse en clinique. Justin, pouvez-vous nous décrire votre expérience? Eh oui, je me souviens. Quand la dialyse péritonéale n'était plus très efficace, c'était arrachant à l'hôpital immédiatement avant la fête des fêtes, quand on m'a dit que je devais aller pour l'hémodialyse. Ça m'a fait peur. La majorité des gens ont peur des aiguilles. Moi aussi, je pense à rien beaucoup que. Mais je me souviens que, en me préparant, c'était très vite. J'étais à l'hôpital Fort Hills à Calgary pour une dialyse urgente. Urgente. Ils ont mis la ligne dans ma poitrine. Et je pensais que j'ai 31, 32 ans. C'est pas pour moi, ça. Donc, les premiers traitements m'ont vraiment fatigué. J'étais épuisé, en fait. Donc, une fois que j'ai été établi avec ça, j'ai été à l'hôpital communautaire pour la dialyse 3 fois par semaine, 4 heures, comme vous avez dit, avec le déplacement. Pour moi, peut-être que j'étais dessus, mais je voulais toujours maintenir mon quotidien, ma vie. Donc, pour la dialyse, heureusement, je travaillais pas trop loin de la clinique où j'ai eu ma formation. Donc, je me levais. J'allais au travail le matin. L'après-midi, j'allais en dialyse, puis après ça, je revenais au travail, mais parfois à la maison. Éventuellement, quand je suis tourné vers la dialyse au domicile, j'ai fait la formation encore une fois. Et quand je suis revenu avant, désolé, j'ai oublié quand j'ai fait les traitements en soir. J'allais travailler à 7 heures
Je partais à 16 heures. J'allais à la maison pour la dialyse de 6 à 10, lundi, mercredi, vendredi. J'ai fait ça pendant une période de temps. Et pour moi, j'ai dit, je veux pas ça dans ma maison, je veux pas regarder les machines, je veux que quelqu'un d'autre s'en occupe pour me piquer, puis prendre soin de moi. Et après un bout, ça m'est venu à l'esprit la qualité de vie, d'être à la maison, d'être disponible pour la famille. Quelle est la meilleure option? Donc, je pensais à la dialyse au domicile. Et je vais dire tout d'abord, avoir su plus, j'aurais dû faire ça dès le début, mais parce que je savais pas c'était quoi. Et donc, mais avec le recul, j'aurais dû aller direct les mots au domicile. Mon expérience au domicile, c'est qu'il y a plus de contrôle. Je dialysais la nuit pendant mon sommeil. Les premières fois, j'ai eu peur, mais on s'y habitue. On peut, on a la machine, les aiguilles, on se prépare pour aller au coucher. Et c'était moins pire que je pensais. Je m'attendais à pire. Et je me souviens que je pensais, je me disais, je pourrais dialyser ce soir si je veux, mais si je veux sortir ce soir, je pourrais le faire demain. J'essayais de faire ça 5 jours par semaine, 7 heures en soirée, je pense, si je me souviens bien. Et parfois, on avait une fin de semaine familiale à Calgary. Et donc, ça me donnait une souplesse. Et si je faisais un voyage pendant la semaine, je pouvais céduler ma dialyse autour de mes activités. J'étais obligé de me dire, il faut aller à la clinique à telle heure, tel jour. Ça m'a donné plus de liberté, d'autonomie pour mon quotidien. Aussi, on n'est pas seul, on a toute la formation. Et moi, il y a eu quelques problèmes. Même si je pense que j'ai bien géré, il y a eu des fois que je me préparais pour la dialyse et à 2 heures de la machine, il y a quelque chose qui se passe. J'appelle l'infirmière, elle m'explique, elle est prête à... Des fois, je me soignais sur mon lit, je l'avoue, en larmes, parce que je pouvais plus, je réussissais pas à me piquer. Mais on apprend, on s'y habitue, ces choses-là arrivent. Mais j'ai trouvé que dans certaines situations, j'ai vu que ça devenait de plus en plus facile et ma peur s'atténuait. Donc, la première fois que la machine a émis son ton sonore dans la nuit, j'ai passé de la panique pour, je me dis, ah, ouais, je peux faire quelques ajustements, mais je savais aussi qu'il y avait tout le temps quelqu'un. Même si c'est pas ma famille, il y avait toujours une infirmière que je pouvais appeler. Donc, je me sentais jamais seul, même en plein milieu de la nuit. Donc, c'était bien pour moi. Je me couchais le soir, sachant qu'il y avait quelqu'un là. Et comme j'ai dit, c'était avec le péritonien. J'ai montré à ma famille mon setup. Je suis fier de ce que j'avais. J'ai expliqué tout le monde. Beaucoup de gens avaient beaucoup de questions. Je les ai invités à regarder, voir ce que je faisais. À ce moment-là, j'avais des enfants. Et ils étaient très curieux pour la machine, les papas. Mais à la maison, j'ai aimé aussi que je pouvais faire ma dialyse dans mon grand lit, mon très grand lit. Nos lits, nos divans, nos fauteuils à la maison sont toujours tellement plus confortables que ce qu'on trouve à l'hôpital. Sans vouloir insulter l'hôpital, mais le confort d'être chez soi est tellement plus... Ça apporte du confort, à mon avis. Donc, l'idée des machines à ma maison, j'ai pu accepter le fait que je vivais une vie plus ou moins normale. Même s'il fallait que je fasse la dialyse la nuit pendant mon sommeil, je pouvais faire beaucoup plus de choses que quand je devais aller à la clinique. Donc, pour moi, c'est devenu ma vie jusqu'à ce que, bien heureusement, j'ai avancé à la prochaine étape, qu'on va en parler plus tard, mais pour moi, s'il y a une chose, poser beaucoup de questions. Pour moi, avec le recul, j'aurais été directement à la dialyse au domicile, dès le début. Maintenant que je sais c'est quoi et que je comprends les peurs que j'avais dans le temps,
je pense que c'est la voie que j'aurais dû. Mais bon, j'ai été très rapide, il y a tellement de détails, mais je voulais juste donner les points saillants. Et comment ça a changé ma vie? Puis là, j'avais des enfants, j'étais marié, j'étais encore employé, dialyse à toutes les nuits, puis je travaille le lendemain matin. Il y avait des jours que je voulais pas le faire, puis je me disais, wow, c'est dur, mais quand on trouve une seule chose qu'on peut faire dans la journée, on se dit, bon, je suis capable de faire ça, c'est pas la fin du monde, puis c'est pas moi. Comment avancer? Mais au jour le jour, c'est ça qui m'a gardé, mettons, motivé pour continuer à faire. Et vivre ma vie au mieux que je pouvais. J'avais une famille, des amis, un travail, on a chacun nos vies, et ça nous prend ça pour nous inspirer à continuer. Donc, voilà mon expérience. Un résumé. Tracy, si j'ai oublié quelque chose, c'est bien moi. Non, je pense que vous avez pas mal fait le tour. C'est parfait, extraordinaire. Et c'est pourquoi Justin m'apporte beaucoup d'inspiration. Parce qu'il a essayé toutes les options. Il a dit qu'il y a eu des bons jours, des mauvais jours, mais il a quand même réussi à faire ses traitements, et sa famille, et son travail, et l'école. Il a quand même pu fitter la dialyse dans sa vie. Aussi, un dernier point. Quand vous m'avez vu la photo là, dans la chaise de dialyse, j'ai fait ça. La marche pour les reins, le lendemain, j'ai pris la marche, puis après ça, je suis allé au centre de dialyse, puis après ça, je suis retourné à la marche. Donc, on dirait qu'on est assis dans une chaise à faire de la dialyse. Mais derrière cette photo, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Je voulais juste soulever ce point-là dans ma vie. C'est les pour et contre que j'aime partager. C'est tellement impressionnant que vous avez pu faire la marche pour la maladie des reins, faire la dialyse et retourner à la parade, j'en reviens pas. Oh, c'est quoi? Oh, je suis moi, je suis un homme bien ordinaire. Mais, puis, tu vois, on est capable de faire ça, c'est fantastique. Donc, Justin a expliqué son expérience avec l'hémodialyse domicile. Je vais vous donner quelques informations là-dessus. Il y a beaucoup plus de souplesse concernant quand on fait la dialyse, comme l'a dit Justin. Si vous avez quoi faire, on le fait le lendemain. Vous êtes en charge de votre traitement au jour le jour avec le bénéfice d'une équipe de soutien. Et Justin a dit que c'était tellement bon de savoir qu'il avait accès à cette équipe. Donc, avec les dialyse à domicile, la machine et le système double devraient être installés dans votre maison. Et ça peut être pour même les gens qui sont en loyer. Donc, si vous êtes en loyer, vous pouvez quand même penser à ce traitement d'hémodialyse à domicile. La machine et l'installation et les modifications sont couverts pour vous. Les deux machines vont être branchées dans votre alimentation électrique et aussi en eau. Le coût des fournitures va être couvert par l'assurance provinciale. Pour choisir l'option dialyse à domicile, peut-être que vous aurez certaines émotions en pensant à ça, comme par exemple, vous serez inquiet ou d'autogestion. Justin a eu ce problème-là. Vous êtes incertain de savoir quoi faire en cas d'urgence. Justin a mentionné que l'équipe était là, il a pu les appeler et même s'il était nerveux, il a passé à travers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer nos préoccupations? On prend note de nos questions, nos inquiétudes, on contacte la clinique et on parle avec d'autres concernant le type de dialyse qui vous intéresse. Contactez le programme de soutien, de connexion pour les reins. Vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez le faire par Internet. Et Justin, pour nous, a été un excellent partenaire avec ce programme de soutien pair à pair qui nous a aidés et l'a aidé aussi par beaucoup de mains. Et aussi, poser des questions, partager vos inquiétudes avec votre communauté en ligne à kidneyconnect.ca si vous aimez l'Internet. Donc,
On a parlé un peu, Justin a parlé de ses expériences avec l'hémodialyse à domicile. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour l'hémodialyse à domicile, Justin? Non, je pense que moi, j'ai pris un peu d'avance. Non, en fait, c'était parfait. Bon, non, non, c'est bien. C'est votre récit, c'est votre histoire qui est importante. Je pense que la plus grosse chose, avant de passer à l'hémodialyse à domicile, c'est de poser vos questions. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes toujours nerveux de nouvelles expériences. Pour moi, quand je parle aux gens qui ont reçu un diagnostic récent, répondre à ces questions, même les questions simples, ça met les gens plus à l'aise et aussi plus enclins à suivre ce traitement à domicile. Si mon potassium est à 4,4, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait ce que je dirais vraiment. Poser vos questions et parler à ceux qui ont de l'expérience. C'est la chose à faire. Oui, un point très valide. Il faut quand même se défendre soi-même, trouver son équipe, parce que c'est son corps. Donc, on veut s'en occuper. Donc, merci. Maintenant, on va parler d'une greffe rénale et puis on va donner la parole à Justin. Donc, les façons de recevoir une greffe rénale, ça veut dire qu'on reçoit un rein, soit de quelqu'un qui est décédé, ou toujours vivant. Si vous recevez le rein, vous n'aurez pas de dialyse. La greffe n'est pas une guérison, c'est un traitement, mais un très bon traitement pour que les gens puissent vivre sans dialyse. Peut-être une vie un peu plus normale. L'autre chose avec la greffe, c'est un don en père. Euh, pour recevoir un rein d'une personne décédée, désolé, on va en parler plus tard. Voici les avantages d'une greffe. C'est une meilleure qualité de vie, la dialyse est finie, la santé est améliorée, beaucoup plus d'énergie, moins de limites alimentaires, plus de temps pour le voyage, l'école, le travail, la famille et pour soi. Et si vous recevez un rein d'une personne vivante, souvent on attend moins longtemps. Certains défis, par contre, il faut changer le style de vie avec la médication. Il y a toujours le risque du rejet. Donc, les médecins et les infirmiers dans l'unité de greffe vont vous suivre de près afin d'atténuer le risque de rejet. Les immunosuppressifs, c'est à vie maintenant. C'est le médicament qui empêche le corps de rejeter le rein. Il faut les prendre tel que prescrit et à l'heure. Pour certains, c'est une charge lourde de pellules parce qu'ils en prennent d'autres. Il y a aussi des effets secondaires aussi pour les immunosuppressifs. L'équipe va vous les expliquer. Il y a d'autres problèmes de santé, par exemple le diabète, l'infection, le cancer, etc. Alors, il y a certains défis, mais l'équipe de greffe travaille avec vous afin de minimiser ces symptômes ou ces choses qui peuvent se produire. Donc, quel est le don de rein de quelqu'un décédé ou d'un cadavre? Alors, c'est actuellement quelqu'un qui était à l'hôpital sur un soutien de vie et que la famille a consenti de donner ses organes avant que le don d'organes puisse avoir lieu. Des stricts critères doivent être rencontrés. Alors, il y a l'évaluation et le processus de jumelade au bon récipient commence. Alors, pour recevoir un rein, ça peut prendre 3 ans et demi, mais souvent, l'attente peut être un peu plus longue, des fois jusqu'à 5 ans parfois. Et le besoin pour une greffe d'organes pour les organes disponibles. Alors, cette partie est aussi importante, l'anonymité d'un donneur décédé. Alors, vous ne connaîtrez pas l'identité du donneur décédé, simplement pour protéger l'identité et la vie privée de chacun. Par contre, le programme de greffe va envoyer des lettres de remerciement
et des cartes au récipient de la greffe et à sa famille et vice-versa. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un offre un don et qui est encore vivant, un don d'organe? Alors, des dons vivants se font à travers une personne qui décide d'offrir un organe, un rein, par exemple, et ça peut être un membre de famille, mais cette personne doit avoir plus de 18 ans. Ils ne prendront pas un rein d'un donneur, d'un mineur pour quelqu'un qui est en dessous de 18 ans. Donc, quelqu'un qui est en santé et sans condition médicale. Maintenant, le programme de dons jumelés et que vous êtes vivant, mais que le rein n'est pas un match, vous pouvez tout de même offrir une greffe de rein. Votre donneur ne pourra pas donner son rein à vous si vous n'êtes pas un match, mais vous allez pouvoir recevoir un rein d'un autre donneur qui est mieux jumelé avec vous. Le don jumelé de rein mené par le Canadian Blood Services et le Northern Alberta Kidney Program à Red Deer. C'est en lien depuis le 24 juin 2009. Le programme a ouvert la disponibilité des greffes de reins à grande échelle en pouvant offrir un rein à quelqu'un d'autre et la personne à qui vous vouliez donner votre rein pourra attendre le rein de quelqu'un d'autre. Alors, on est rendu à la greffe de rein. Justin, je pense que tu as quelque chose à partager avec nous. Oui, j'étais assez chanceux d'avoir ma greffe de rein en octobre 2013. Et comment cela s'est produit? Je n'étais pas très grand sur déranger les gens ou la discussion générale. Alors, la femme de mon cousin avait dit qu'elle voulait se faire tester. Elle avait vu quelques publications sur Facebook, ayant été dans la famille. Elle avait entendu quelques petites choses, bien sûr. Et donc, elle s'est dit, pourquoi pas aller voir si je pourrais être un match? Et donc, on a commencé. C'est tout un processus. Mais lorsque c'était complet, on a choisi une date et on a fait la greffe. Et ça a changé ma vie pour toujours. Ça a été une incroyable bénédiction pour moi de pouvoir réfléchir aux avantages pour moi, mon style de vie. Je ressens que j'ai une vie plus ou moins normale en comparaison à ce que ma vie était auparavant. Et j'ai toujours rêvé de voyager aux Philippines et j'attendais ma greffe de rein pour éviter la dialyse pendant mon voyage. Et je sais que j'ai mentionné que depuis COVID, je fais le péritonéal, mais il y a eu des délais et après ma greffe, j'ai fait une vacance de 3 semaines avec la famille de ma femme pour aller aux Philippines et juste de pouvoir aller à ce voyage et faire ce que je voulais faire sans m'inquiéter de la dialyse, c'était vraiment, ça m'a vraiment apaisée et j'ai pu vraiment profiter de mon voyage. Et dans cela, j'ai quand même dû prendre des précautions, prendre mes médicaments, de bien manger. Alors, la partie voyage était bien. J'ai 3 enfants, comme Jill le mentionnait, et j'ai même une petite fille maintenant. Alors, de pouvoir passer du temps avec les enfants et dans leurs activités et ce genre de choses. Évidemment, avec la greffe, j'ai maintenant plus d'énergie, j'ai une meilleure santé, j'ai plus de temps. Et je tente de mettre ma concentration sur les choses que je voulais vraiment faire avec ma famille et mes amis, que je n'aurais pas pu faire auparavant si j'attendais trop longtemps et que pendant que je faisais la dialyse. Alors, notre plus jeune a 11 ans maintenant, Nicolas. Il était né 3 mois après ma greffe. Et vous savez, de s'ajuster à un nouveau rein et un nouveau bébé en même temps, c'était assez intéressant. Euh, le nom de mon donneur est Nicolas, on l'appelle Nicky. Et je ne veux pas être émotif ici, mais on a nommé notre fils Nicolas suite à elle et c'était assez génial. Alors, ça a été vraiment bien, tout un parcours. Certaines des choses qui viennent avec des pilules et
Je ne pense plus au mot, là, mais certaines difficultés avec la greffe de rein. Alors, de s'habituer à prendre des médicaments tous les jours, c'était quelque chose. Moi, de les prendre à la bonne heure et de m'assurer que je me rappelle de les prendre aussi. J'ai eu quelques difficultés avec mes chevilles et mes os et je me suis aperçue, je ne sais pas si c'était les médicaments ou pas, mais je me suis aperçue que je me suis écorché les chevilles à quelques reprises. Je ne m'en étais pas aperçue de cela auparavant, mais encore, ça peut être une panoplie de choses. Mais vous savez, il y a tant de choses qui font partie du paquet, de l'expérience au total. Et je dis aux gens, si j'ai à prendre des médicaments pour le restant de ma vie, je suis prêt à le faire pour garder ce rein. Alors, c'est un petit sacrifice dans ma tête, en mon opinion. Et j'essaie de penser à d'autres choses j'essaie de me rappeler de tes diapos, là. Alors oui, c'était génial. Je suis assez chanceux d'avoir un donneur vivant et on a l'occasion de se côtoyer, de se voir. Je lui envoie des fleurs à chaque année sur la date de l'anniversaire parce que c'est ce genre de choses qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment dire merci? Je ne peux pas suffisamment dire merci à quelqu'un qui nous aide. Alors, une de ces choses, tu sais, je réfléchis à une greffe et à l'avenir et je ne sais pas si c'est le bon temps, mais je pourrais soulever que suite à une greffe, même si ça fait déjà 13 ans, je réfléchis à la façon que qu'est-ce qui arriverait si un jour ce traitement ne dure pas. Et lorsque tu as parlé du fait que tant que je prends mes médicaments, que je mange bien, que je fais de l'exercice, si je peux faire toutes ces choses sur lesquelles j'ai un contrôle, si quelque chose arrive au-delà de mon contrôle, je vais pouvoir au moins me consoler en me disant que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Alors, je ne vis pas avec les craintes du si ça pourrait échouer ou non. J'y pense, c'est sûr. Je sais que cette chose pourrait exister, mais je ne m'en préoccupe pas trop. Je ne laisse pas créer la peur avec ça. Et lorsqu'on pense à une nouvelle greffe de rein, c'est comme, wow, c'est merveilleux. Et même dans ces moments-là, j'ai tant d'appréciation pour ma donatrice et cette nouvelle vie. Et je ne sais pas, des petites choses comme amener mes enfants au magasin ou moi et ma femme sortir pour un repas au restaurant. Il y a tant de choses maintenant dans ma vie qui sont différentes pour le meilleur et que j'ai une réelle appréciation sincère pour tous ceux et celles, les donneurs qui existent. Ils sont merveilleux. Et sans vouloir radoter, s'il y a des choses spécifiques que vous aimeriez que j'élabore sur la greffe de rein, ça va me faire plaisir, mais c'est les points principaux. Et une autre chose, ça pourrait être hors sujet, mais une de ces choses que je trouve que j'apprécie des soutiens entre pairs, c'est de jaser avec d'autres gens. Et même suite à la greffe, j'aime quand même parler aux expériences, j'aime quand même parler de mon expérience avec d'autres parce que ça me rappelle de où j'étais et où j'en suis rendue. Et ça me donne cette gratitude et cette appréciation de plus belle pour ma vie depuis les 13, 15 dernières années et la longueur que j'ai parcourue et tout ce que j'ai fait. Et un autre grand point pour moi, c'est d'en faire la réflexion. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a des bonnes expériences, on a chacun notre expérience, mais pour moi, c'est à propos de réfléchir et de m'apercevoir le parcours, le chemin parcouru. Et comme je l'ai dit, je me sens comme un gars bien normal, mais je ne veux pas retirer de mon histoire ou de ma vie. Mais oui, il y a une énorme appréciation pour la greffe et les donateurs de reins. C'est incroyable, Justin. Et chacun de tes mots résonne si bien avec moi et j'apprécie énormément que tu as pu dire à tout le monde cela. Alors, à ce sujet, on a encore quelques diapos et ensuite on pourra compléter pour les questions. La greffe d'option n'est peut-être pas une option pour tous. Alors, ce serait important de décider l'option de traitement que vous souhaiteriez poursuivre si vous ne pouvez pas avancer avec une greffe de rein. Alors, merci encore, Justin. Encore une fois, à la fin, c'est votre choix. Choisissez le
traitement qui adresse le mieux vos besoins médicaux et de santé pour atteindre votre meilleure qualité de vie. C'est ça le morceau important, votre qualité de vie et qu'est-ce qui est important pour vous. Vous pouvez toujours changer d'option de traitement. Si vous en choisissez un et que ça ne fonctionne pas, vous pouvez transférer à une autre option. Et comme Justin l'a dit, vous pouvez même essayer chaque option de traitement. Assurez-vous d'avoir la bonne information. Si vous faites de la recherche en ligne, assurez-vous d'utiliser un site web réputable comme la Fondation du Rhin. Il y a énormément d'informations et de ressources et de webinaires disponibles. Assurez-vous d'utiliser un site web réputé pour aller chercher votre information sur la greffe de rein. Et chaque parcours de rein est unique à chacun. C'est important de parler à votre équipe, chercher le soutien de pan que Justin parlait et choisissez l'option de traitement qui vous offrira la meilleure qualité de vie. Ceci sont quelques-unes des ressources disponibles à travers la Fondation des reins, le soutien entre les pairs et leurs ressources éducatives. Alors, absolument, utilisez les ressources de la Fondation du Rhin, utilisez votre équipe de soins de rein et vos amis, votre famille, tous les systèmes de soutien que vous pourriez avoir. Donc, je crois que ça nous amène à la fin. Jill, s'il y a des questions. Merci, Tracy, pour cela. Ça aiderait si vous me voyez. Alors, Tracy et Justin, c'était génial. J'ai appris plein de choses. Je viens de m'apercevoir. Voici combien de temps, voici les bénévoles. Et j'ai compté en arrière et je me disais, il y avait Nicolas et avant ça, c'était il y a 13, 14 ans. Oui, ça fait longtemps quand même. Mais merci. Absolument beaucoup de questions qui rentrent. C'est toujours un bon signe. Alors, avançons avec cela. Et si vous avez des questions, je tente de répondre et de reconnaître les questions comme qu'elles sont soumises. Il se peut qu'on ne les lise pas à haute voix. Je les vois ici, mais il y a la boîte Q&A en bas de la vidéo. Et s'il vous plaît, ne partagez pas vos informations personnelles dans le clavardage. Je vais vous lire les questions pour l'instant et dans aucun ordre précis. Ben, au fait, je les prends dans l'ordre dans lequel ils ont été soumises et de combiner certaines questions ensemble dans les différents thèmes. Alors, une question qui est rentrée très hâtivement, c'est à propos des choix de traitement pour les gens qui ont 17 ans et plus ou à un âge particulier. Alors, le thème en rapport à cela serait quels sont les choix de traitement pour les aînés ou les gens plus âgés? Est-ce que ça fait une différence sur les gens de âge différent? Non, pas nécessairement. Dépendamment de là où la personne se trouve dans sa vie, il se peut qu'il puisse faire une thérapie à domicile ou non, mais l'âge ne joue pas. On a des gens dans leurs 80-90 ans qui font l'hémodialyse à domicile et on a des plus jeunes qui font de la dialyse en installation. Alors, l'âge n'est pas si important. L'âge pourrait être important en rapport à la greffe, ça peut être un peu plus préoccupant, mais généralement, pour la dialyse elle-même, non. Et bien sûr, un néphrologue, lorsque vous parlez avec le néphrologue, ils vont vous laisser savoir s'ils pensent que vous ne pouvez pas avoir un traitement. Si vous choisissez un traitement et qu'il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas la faire, ils vont vous laisser savoir. Je ne suis pas certaine que j'ai bien répondu à votre question. Non, absolument. Et encore, s'il y a d'autres questions ou des suivis à cette question, vous pouvez la mettre dans la boîte Q&A. Alors, pour un membre de famille, si vous vous trouvez dans une situation, et votre famille, c'est votre équipe, et que vous avez quelqu'un atteint d'une maladie rénale, ils ont leur partenaire, leur membre de famille, qu'est-ce qui arrive s'ils ne sont pas en accord à propos de la meilleure option de traitement? Est-ce que ça se produit, ça, Tracy? Oui, ça se produit souvent. Est-ce que tu pourrais adresser cette question? Oui, oh, c'est difficile celle-là, mais lorsque une personne choisit une chose et qu'ensuite l'autre personne, la famille, mais ça revient à ce que cette personne qui vit la difficulté, c'est quoi leur décision à eux?
Je sais que souvent, vous aurez quelqu'un qui veut choisir les soins conservatifs ou ils ne veulent pas recevoir la dialyse, mais la famille veut qu'il reçoive la dialyse. Alors, des fois, c'est un peu difficile à naviguer parfois, mais en bout de ligne, c'est le choix de la personne atteinte de la maladie rénale. Merci. Nous avons quelques questions concernant l'alimentation, l'alcool, et je voulais mentionner, peut-être que vous voudrez répondre à ces questions, Tracy, mais j'ai répondu directement à certaines questions. Et je crois que il y a beaucoup de questions concernant si j'ai X, par exemple, parce que ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire le traitement Y, par exemple. Peut-être est-ce qu'on pourrait ajouter ça ensemble. Dans le fond, on demande est-ce qu'il y a des aliments de la nutrition qu'on ne doit pas manger, des aliments qu'on ne doit pas manger. Si j'ai des chats à la maison, est-ce que je peux faire la dialyse à la maison? Ou si une personne est sensible aux protéines, est-ce qu'on peut avoir une greffe? Est-ce que vous pourriez adresser ces sujets? Oui, il y a beaucoup de questions là-dedans, hein? Alors, l'alimentation, ça change selon les différentes étapes, les différents stages des problèmes de la maladie. Alors, c'est important de consulter un nutritionniste ou une nutritionniste afin de savoir qu'est-ce que vous pouvez manger et boire. En général, je dirais le sel, c'est une des choses à éviter. Avant la dialyse jusqu'après la greffe. On veut éviter le sel le plus possible parce que ça peut causer des dommages aux reins. Et vous avez parlé des protéines aussi. Pouvez-vous répéter la question concernant les protéines? Oui. Mais peut-être parler des chats et des tapis. Bon, alors avec la dialyse péritonnale ou la dialyse à la maison, vous pouvez quand même avoir des animaux de compagnie, mais c'est important que l'endroit où vous effectuez votre dialyse est propre. Alors, les chats ne pourraient pas y accéder parce que s'ils ont été dans cette chambre-là avant, peut-être que ça serait une bonne idée de faire nettoyer les tapis. C'est important pour les infections d'éviter des chats et des chiens qu'ils ne soient pas dans l'endroit où vous effectuez votre dialyse. Ah, et il y a une question qui demande une personne si une personne est sensible aux protéines. Ah oui, la greffe, c'est quand même possible dans ce cas-là. Dans l'équipe de greffe, il y a des nutritionnistes qui vont travailler avec vous et ils travaillent avec différents types de besoins et restrictions alimentaires. Ils vont vous dire qu'est-ce qui est mieux pour vous. Et Justin, n'hésitez pas à répondre aux questions. Oui, je vous parlais des tapis, hein. J'ai une histoire un peu drôle. Quand que j'étais à la maison une fois, ça s'est bien expliqué dans la formation, mais moi, j'avais un sac dans lequel je mettais toutes mes seringues qui n'était pas bien fermé. Alors le lendemain matin, le sac était partout, se répandu sur le plancher. Alors c'est quelque chose que vous voulez porter attention. Alors même à la dialyse à la maison, moi, je me suis levée le matin et puis j'étais à 4 heures du matin, j'étais endormie, puis je me suis enfergée dans le tapis. Mais bon, il faut faire attention, oui. Puis ça me fait rire quand on parle des tapis. Oui, absolument. Et puis oui, les chats sont très intéressés quand il y a des liquides qui bougent, hein. Merci. Alors, beaucoup de questions dans la boîte de questions et réponses. Je vais essayer de combiner certaines ensemble. Concernant la dialyse péritonéale, il y a des gens qui demandent si vous pourriez reparler de la fréquence et de ces détails-là, plus particulièrement aussi concernant comment est-ce qu'on branche ça, comment est-ce que ça fonctionne quand on est branché, tout ça.
Oui, j'ai évité les détails concernant les thérapies individuelles parce que tout ça, c'est expliqué dans la formation. Mais pour la péritonéale, parce que le liquide reste dans votre cavité abdominale pas plus de 6 heures, les échanges manuels sont faits 4 fois par jour. Justin a dit qu'il faisait à tous les repas et avant de se coucher. Ça prend environ 30 à 45 minutes pour faire tout ce processus. Dans le fond, c'est qu'on retire le liquide sale et on insère du liquide propre. Et la machine, pendant la nuit, elle réalise la dialyse pendant 8 heures pendant la nuit. Concernant la péritonéale, c'est un truc de 24 heures. Alors, il y a du liquide qui rentre tout le temps. Alors, concernant avec la machine, la nuit, quand on se débranche le matin, la machine aura mis le liquide dont on a besoin pour toute la journée. Alors, on a quand même le processus de dialyse, mais on ne fait pas tout le travail. Et ensuite, quelle était l'autre question? Oui, peut-être que ça, c'est une question pour Justin. On disait. Si vous changez pour 4 fois par jour, puis là ensuite la nuit seulement, qu'est-ce que c'est les changements? Est-ce que vous avez une certaine modalité? Est-ce qu'on peut le changer? Est-ce que c'est facile à faire ou est-ce que on a besoin d'aide pour changer ça? Non. Pour moi, de transférer de 4 fois par jour à pendant la nuit, c'était pas une grosse transition. Je pense que le plus gros, c'est d'installer tout ça. Puis une fois que ça commence à fonctionner, ben, tu vas te coucher. Puis je me souviens pas d'avoir eu beaucoup de problèmes avec les deux différentes méthodes. Mais moi, c'est juste, dans le fond, il faut s'assurer que euh, tout est bien installé. Comme Tracy a dit, c'est dans le fond, c'est qu'on fait ces échanges 4 fois par jour. Et on a cette solution-là dans l'estomac et c'est là toute la journée. Et on transporte ça par c'est liquide toute la journée. Et quand on fait ça 4 fois par jour, de toute façon, ben moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse différence dans le processus. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps dans le jour de faire ces échanges. Et c'est un style de vie dans lequel c'est difficile. Ben là, moi, heureusement, hein, mon bureau est à la maison et j'avais un petit rideau et je pouvais faire ça et personne ne le voyait et les gens, pas tout le monde peut faire ça, je suis consciente de ça, mais non, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on peut changer pour 4 fois par jour à 8 heures et changer ou est-ce qu'on doit prendre un des deux? Non, on peut changer d'un à l'autre. On va vous former pour les deux. Il y avait un jeune homme dans l'analyse péritonéale, il était un camionneur et quand il travaillait, il faisait les échanges le jour, 4 fois par jour, parce qu'il ne voulait pas être sur appel et branché sur sa machine la nuit. Alors, on peut changer d'un à l'autre. Et puis ensuite, pour les déplacements, ben, il y a des gens qui ne veulent pas apporter la machine avec eux, alors ils le feraient 4 fois par jour. Alors oui, on peut alterner d'un à l'autre. Parfait. On va regarder d'autres questions ici concernant l'hémodialyse. Euh, En général, il y a des questions concernant si mes veines sont pas bonnes, par exemple. Est-ce qu'on peut quand même faire de l'hémodialyse? Oui, bien sûr. Il y a toujours une ligne dans la poitrine qui est l'option par défaut, celle dans le bras. S'il y a des gens qui ont des mauvaises veines, les gens sont toujours inquiets que les chirurgiens vont faire du dommage dans les bras. Mais peut-être qu'ils vont faire un ultrason pour voir si les vaisseaux peuvent être connectés et utilisés pour l'hémodialyse. Ils vont vous le dire si ce n'est pas le cas. Oui, les chirurgiens vont le dire. Alors, des questions concernant les personnes qui habitent seules, concernant l'hémodialyse à la maison. Est-ce qu'une personne a besoin d'aide pour faire ça à la maison?
Oui, ça fonctionne si on habite seul. Le bénéfice de le faire plus longtemps, plus longueur, plus long, plus d'heures, ça peut fonctionner plus longtemps. Alors, une personne qui habite seule peut le faire plus longtemps. Et quand une personne habite seule, dans la formation, on va leur expliquer comment installer les aiguilles, comment être en sécurité à la maison. Alors oui, évidemment, ça peut être fait à la maison. Oui, et aussi, moi, je pourrais dire, bon, les enfants étaient jeunes, mon épouse était là, et même s'il y avait des gens avec moi, je dirais que 99% du temps, c'est moi qui m'en occupais. Moi, j'ai tout installé, je faisais tout, j'ai tout géré ça, comme je l'ai mentionné auparavant. Si j'avais des questions, je téléphonais la nuit, mais en général, j'étais pas mal tout seul pour faire ça. Alors oui, Justin, alors ça nous amène à la prochaine question. Est-ce que vous pourriez parler de la formation pour l'hémodialyse à la maison? Comment ça fonctionne? Combien de temps ça dure? Et le temps de transition aussi entre le centre et la maison. Combien de temps ça a pris avant que tu puisses être capable de le faire tout seul à la maison? Et l'accès à partir de la maison, comment est-ce que ça s'était? C'était comment? Oui, Tracy, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est environ 6 semaines. Oui, habituellement, environ 6 semaines. Alors moi, c'était très facile pour moi d'apprendre ça. Si tu es une personne qui apprend rapidement, ben dans le fond, c'est pas vraiment compliqué. C'est juste qu'il y a plusieurs étapes. Et je veux dire que la première fois que je l'ai installé, ça a pris peut-être 45-50 minutes, peut-être 1 heure parce que j'étais à 1 heure, puis je vérifiais tout et je contre-vérifiais tout. Puis là, finalement, à un moment donné, comme je l'ai mentionné auparavant, pour la péritonéale, c'était comme me brosser les dents ou prendre une douche. J'entrais, j'installais, puis 1, 2, 3, et c'est terminé. Bon, ça prend du temps, mais c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est habitué. Ah, c'était quoi la question, l'autre question? Quel type de soutien avez-vous reçu à la maison? Vous avez mentionné que vous avez téléphoné l'infirmière, mais quels étaient l'aide que vous aviez, par exemple, dans le milieu de la nuit? Ah oui, mon époque, je dirais, j'espère que je me trompe pas, Tracy. Ça m'a pris environ 3 semaines. Je l'ai appris rapidement. Ah oui, oui, t'étais rapide. Oui, c'est ça qu'on m'a dit. Alors, d'être à l'aise avec tout ça, moi, j'encourage pas les gens à se dépêcher pour arriver à la maison. Il faut être à l'aise avec le processus. Mais moi, j'avais l'impression que la formation est vraiment très complète. Et j'ai l'impression que j'ai eu la meilleure formation possible. Et avant, j'avais l'impression que c'était très complet. Tout était là, tout ce dont j'avais besoin pour aller à la maison. Alors, c'est simplement moi qui devais être à l'aise et dire, oui, je peux faire ça. Et puis, je dis, OK, bon, je m'en vais à la maison, puis ça va aller comme ça. Alors, c'était très rapide, mais les différentes personnes sont différentes. Et les appels la nuit, s'arrangeait entre, par exemple, s'il y avait des sonneries, des bips ou des codes d'erreur qui sonnaient. Et il y a des documents dans le cartable qui expliquent qu'est-ce que c'est pour un document pour nous aider à régler ces problèmes-là. Mais la plupart de mes appels, c'était des trucs comme ça, où je me souviens une nuit, je me suis réveillée et la machine était arrêtée. Là, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais? Bon, toutes les lignes sont là, tout est branché, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, c'est un des appels que j'ai fait. Et je me souviens, une nuit très émotionnelle, une fois, j'essayais de brancher les aiguilles, j'étais pas capable, j'étais fatiguée, j'étais frustrée. J'avais eu une mauvaise journée, puis je suis au téléphone, puis je pleure avec l'infirmière, puis là, je pleure, puis je dis, ah, je suis pas capable de faire ça. Et puis, juste le fait qu'elle m'a parlé, elle m'a calmé, elle m'a dit, OK, t'as pas besoin de le faire ce soir, on peut le faire demain, serre la machine, et puis passe une bonne nuit de sommeil, puis on s'en reparlera demain. Alors ça, c'était vraiment très utile. Alors, différents types d'appels.
concernant la machine, le jour, c'est un peu différent, mais la nuit, oui, les infirmières étaient incroyables. Jamais que j'ai eu l'impression que je les dérangeais, même s'il était 2 ou 3 heures du matin. Moi, je suis fatiguée, ils sont fatigués, elles aussi. Et ouais, c'est différents types d'appels. Aussi, je pense que les techniciens des machines sont sur appel également, alors ils peuvent aider pour les, les problèmes techniques également. Et pour poursuivre là-dessus, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui disaient, bon, peut-être qu'il y a des problèmes, des difficultés avec les aiguilles. C'est difficile, les aiguilles et tout ça. Peut-être est-ce que vous pourriez parler un peu des accès, mais il faut quand même, mais aussi, si on a une peur des aiguilles, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Comment est-ce qu'on fait pour planter une aiguille dans le corps si on a peur de ça? Ça, c'est une bonne question. Plusieurs personnes ont peur des aiguilles. Et je sais que pour chez nous, nos infirmières sont vraiment incroyables pour aider les gens à surpasser ces peurs-là. Et c'est incroyable de voir ça. Les gens qui vont dépasser ces peurs-là, qui vont mettre les aiguilles. Et quand une personne commence à être capable de mettre ses aiguilles elle-même ou lui-même, ils ne veulent pas que personne d'autre le fasse parce qu'ils savent si ça a été, si c'est bien installé ou pas. Alors, peut-être que ce sera peut-être un peu différent. Alors, c'est un peu différent quand on commence, mais ensuite, c'est vraiment facile par après. Oui. Alors, moi, c'était une grosse raison pour moi pour ne pas aller à la maison. J'étais vraiment épeurée de ça et je me souviens la première fois, je me souviens, je tenais la chaise tellement dure que mes épaules étaient toutes en courbées par après. Mais je pense qu'il y a une infirmière chevronnée qui était tellement épeurée parce que j'avais tellement peur moi-même. Mais comme Tracy l'a mentionné, avec la formation, on devient très à l'aise. Et une fois qu'on l'a fait la première fois, ben là, après ça, c'est beaucoup plus facile parce que là, tu dis, ah, ben, c'était pas si pire que ça, hein, j'ai réussi. Puis là, ben, je dis pas que c'est facile à chaque fois, mais oui, à un moment donné, on dit, ah oui. Puis là, maintenant, quand que je vais voir l'infirmière pour des prises de sang, j'aimerais mieux le faire moi-même. Puis là, des fois, je dis à l'infirmière, non, non, moi, je veux le faire moi-même. Et puis là, on devient un peu possessif et on dit, non, c'est mon corps, c'est moi qui va le faire. Alors, oui, j'avais peur, mais non, finalement, je suis devenue une personne qui dit, OK, ben, on y va, on le fait, let's go. Puis, j'ai apporté tout ça à la maison, puis j'ai dit, c'est ça qu'on va faire. Et puis là, maintenant, je peux me regarder en train d'insérer l'aiguille, mais c'est pas aussi pire que la plupart des gens le pensent, je pourrais dire ça. Merci. Parlons un peu des greffes. Tracy, est-ce qu'il y a des restrictions en ce qui concerne l'âge des personnes qui peuvent obtenir des greffes? Et il y a certaines personnes qui ont mentionné concernant les personnes plus âgées, peut-être qu'un donneur plus jeune, est-ce que s'ils peuvent donner à une personne beaucoup plus âgée, est-ce que ça c'est permis? Ou si on offre un bain d'une autre personne concernant les âges, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Oui, bonne question. Concernant les transplantes et l'âge, avec n'importe quel greffe, les gens sont évalués par une équipe médicale pour savoir si les personnes peuvent donner et recevoir. La première chose qu'on regarde, c'est le cœur. On veut s'assurer que le cœur de la personne est suffisamment fort pour passer à travers la chirurgie et ensuite de travailler avec le nouvel organe. Et pour ce qui est de recevoir
un don d'une personne plus jeune, ça fonctionne. Les gens vont travailler avec les personnes, ils vont bien évaluer les personnes qui donnent et qui reçoivent. Alors, tu sais, il y a une personne qui a un rein en santé et sain, alors ils peuvent donner à une personne plus âgée. La personne qui donne le rein doit être 100% en santé. Alors, lorsqu'ils font les analyses et s'ils trouvent que la personne souffre de quelque chose, n'est pas 100% en santé, alors ils ne peuvent pas fonctionner. On ne veut pas donner un sein de la personne, un rein, puis ensuite, après ça, la personne éprouve des difficultés par la suite. On veut éviter ça. Alors, il n'y a aucune préoccupation, c'est vraiment plutôt au niveau de la santé et non pas l'âge. Oui, simplement, la personne qui donne doit avoir plus de 18 ans, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a parlé de la dialyse incrémentale. Qu'est-ce que c'est ça? Et qui pourrait tirer bénéfice de ça? En général, c'est une option, mais c'est davantage utilisé avec l'hémodialyse. Est-ce que ça signifie c'est qu'on va commencer une personne avec l'hémodialyse peut-être 2 fois par semaine au lieu de 3. Alors, plusieurs personnes n'ont pas besoin d'avoir la dialyse 3 fois par semaine. Alors, cette personne-là peut commencer avec dialyse moins souvent. Ils sont suivis, on va faire des prises de sang, des analyses d'urine et éventuellement, cette personne-là pourrait avoir l'hémodialyse 3 fois par semaine. D'accord, merci. Quelles sont Qu'est-ce qui fait en sorte que la dialyse péritonéale cesse de fonctionner? Justin, tu veux expliquer qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, en tant que patient, je ne sais pas vraiment, mais ce qu'on m'a dit, c'est que ce n'était plus vraiment efficace. Alors, je pense que les liquides n'attrapaient pas suffisamment des toxines. Et pourquoi? Moi, je me souviens pas vraiment. Désolée. Non, non, nos problèmes. Dans le fond, avec la dialyse péritonéale, comme je l'ai mentionné, c'est que la membrane à l'intérieur de notre ventre est utilisée comme filtre pour sortir les toxines dans l'eau, pour nettoyer le sang, en fait, avec le temps. Et avec le temps, ce filtre peut cesser de fonctionner. À un moment donné, elle est plus capable de faire la dialyse ou elle n'est plus capable de le faire aussi facilement. Alors, ce filtre, mais ça, c'était pas ton cas, Justin. Ça s'applique pas à toi. Mais s'il y a des infections, ça peut causer des cicatrices dans la membrane ou le filtre. Et quand il y a des cicatrices, le liquide et les toxines ne vont pas traverser aussi efficacement. Et l'autre chose, c'est que la membrane, elle peut simplement cesser de fonctionner. C'est une membrane naturelle dans notre corps. Alors, simplement, elle cesse de fonctionner. Et dans ton cas, toi, Justin, tu n'avais pas eu d'infection, mais ça l'a. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, merci. Et je pense qu'il y a tellement de questions. Alors peut-être qu'on va en poser une dernière parce que les questions se recoupent beaucoup. Oui, Jill, je suis désolée. Est-ce que je peux faire un commentaire avant qu'on poursuive? Toutes les informations, tous les détails concernant la procédure en soi, les avantages, les inconvénients et tout ça, on peut parler de ça avec l'équipe de soins si vous faites de la formation. Avec les gens, on va en parler, ça va être couvert dans la formation et ils vont tous vous expliquer qu'est-ce que sont les alarmes, tout ce qui va fonctionner. Vous allez apprendre ce dont vous avez besoin de savoir, je vous le promets. Parfait, merci. Et oui, c'est ça que j'allais dire aussi. Il y avait beaucoup de questions et donc merci beaucoup à vous deux. Ce que je dirais, c'est, comme Tracy l'a mentionné, si vous faites partie d'un programme hospitalier, contactez quelqu'un comme Tracy ou votre équipe de soins si vous avez des questions spécifiques.
N'oubliez pas, la Fondation du Rhin a beaucoup de ressources aussi. Appelez le bureau local. Et si on ne trouve pas de réponse, on va vous aider à trouver les réponses. On va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Il y a beaucoup de questions et on est capable d'en parler, d'en discuter et de vous fournir les renseignements nécessaires. Et aussi, nous avons des groupes de soutien également. Alors, n'hésitez pas à aller sur notre site web et trouver les horaires. Si on n'a pas répondu à votre question, comme c'est le cas pour plusieurs personnes, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un courriel qui sera mentionné dans la boîte de clavardage si vous souhaitez communiquer avec nous. Et merci beaucoup. C'est la fin de la session. Tracy Justin, merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous rencontrer et merci pour toute votre présentation. Merci à tout le monde qui était dans la session aujourd'hui.